Bonjour, merci de nous rejoindre sur Trui TV. Les grands titres cet après-midi. Traditionnel Conseil des ministres, l'incident de la mine de Percoa était sur la table de discussion. Selon le porte-parole du gouvernement, il y a une lueur d'espoir à cette rencontre. Le gouvernement a pris des décisions de révocation de fonction des directeurs généraux du cadastre minier et de l'ONASER. On en parle tout de suite. Gestion des ordures ménagères dans la ville de Ouagadougou. Les dépotoirs de la zone 1 et de 4 yards pleins à craquer. Les ramasseuses d'ordures ne savent plus où déverser les déchets ménagers. Elle dénonce une mauvaise organisation et appelle les sociétés chargées du transport des déchets sur les sites de dépotoir à plus de réactivité. En Somalie, l'élection présidentielle est fixée à la date du 15 mars 2022. Ils sont 39 en compétition. Parmi les candidats en lice, on a le président sortant, Mohamed Abdoulaye Mohamed. Les détails en fin de journal. L'hebdomadaire Conseil des ministres s'est tenu hier au palais de Kosiam en présence du chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Plusieurs décisions étaient au centre de ce conseil qui a duré 6 heures d'horloge. On avait entre autres la situation de la mine de Percoa ainsi que le relèvement de leurs fonctions avec effet immédiat des directeurs généraux du cadastre minier et de l'ONASER. Serge Kabouré. La situation des travailleurs de la mine de Percoa, le point de l'attaque de la maison d'arrêt et de correction de Nounan, ainsi que le relèvement de leurs fonctions des directeurs généraux du cadastre minier et de l'ONASER, voici là les sujets à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce mercredi 11 mai, qui s'est tenu en présence du chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Une vingtaine de jours après la situation survenue sur la mine de Percoa, le gouvernement annonce la poursuite des recherches et demeure optimiste au regard d'un certain nombre d'aspects. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est plus de 164 millions de litres d'eau qui est au niveau de cette mine souterraine. Le volume d'eau pompé à ce jour est de 38 781 000 litres d'eau, soit à peu près 24% du volume total. Mais il faut savoir qu'il reste quand même à peu près 10 mètres pour atteindre la chambre donc de refuge que nous estimons ou que nous espérons de tout notre cœur où que les 8 mineurs se sont réfugiés. À ce jour, on constate toujours que la jauge d'aération fonctionne toujours. C'est vraiment ça qui nous fait dire que la chambre de refuge n'a pas été inondée. Mais il faut attendre encore que le système de pompage continue de s'évacuer. Des décisions importantes ont également été prises au cours de ce Conseil des ministres après le constat de manquements jugés gravissimes dans 2 structures étatiques. Le Conseil des ministres a pris 2 décisions importantes suite donc à un exposé montrant des dysfonctionnements graves dans certaines sociétés. Il s'agit donc du directeur général du cadastre minier qui est relevé de ses fonctions avec effet immédiat, du directeur général de l'ONASER qui est aussi relevé de ses fonctions avec effet immédiat. À la suite de l'attaque perpétrée contre la maison d'arrêt et de correction de Nounan, des dispositions ont été prises par le gouvernement afin d'éviter pareille situation. Les assaillants étaient en un très grand nombre quand même, environ 150 personnes. Les objectifs donc de cette attaque sont pour le moment encore non précises, mais selon les sources et les témoignages, vraisemblablement, les terroristes étaient venus libérer 4 des leurs et encore peut-être qu'ils étaient à la recherche donc de ressources humaines pour alimenter leur base. Toujours est-il que le ministère a pris des mesures et plusieurs propositions ont été faites pour éviter ce genre de situation à l'avenir, notamment concernant les autres maisons d'arrêt dispersées un peu partout sur le territoire national. Au titre de la primature, les projets de loi portant statut des pupilles de la nation, celui des héros de la nation et enfin celui portant statut de martyr et d'invalide de la nation ont été adoptés. Ces projets de loi permettront une meilleure prise en charge des enfants mineurs, des victimes de terrorisme, des martyrs ou d'invalides ainsi que des héros de la nation. Elles permettront également d'apporter un soutien efficace aux familles endeuillées ou devenues vulnérables du fait de certaines circonstances ou événements. Le Conseil a donc marqué son accord pour la transmission de ces 3 projets de loi à l'Assemblée
législative de la transition. Le Conseil des ministres a par ailleurs examiné et marqué son accord pour la transmission à l'Assemblée législative de transition du projet de loi portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil d'orientation et de suivi de la transition. Ce conseil est le deuxième organe de l'architecture institutionnelle de la transition. Toujours en ce qui concerne les décisions prises à ce Conseil des ministres, une augmentation de 100 francs sur le prix des hydrocarbures a été annoncée par le ministre en charge du commerce, Abdoulaye Talla. Les raisons de cette hausse, selon les explications du ministre, sont diverses, avec en priorité celle d'éviter une rupture totale des hydrocarbures. Le ministre Abdoulaye Talla est au micro de Serge Kaboré. On écoute ensemble sa réaction. Vous avez dû constater qu'en l'espace d'un mois et demi, certains pays ont augmenté 2 fois, certains de nos pays voisins. Et comme vous devrez le savoir aussi, nous sommes en moyenne, avant cette situation, en moyenne à 2 millions de litres jour. Et étant donné qu'on est moins cher que la plupart de nos voisins, les consommations frontalières ont explosé. Parce qu'il y a une exportation de notre carburant et donc de notre subvention vers nos voisins. Cette situation aggrave les déficits parce que si la Sonabi achète à 900 et revend à 500, ça veut dire que c'est l'État qui est censé combler 400. Et ça veut dire que chaque litre exporté frauduleusement ou par un camionneur qui a préféré faire le plein à 50C, à Wissa ou ailleurs avant de traverser la frontière, il y a une subvention de 400 par litre. On a le choix en tant que gouvernement de risquer la pénurie parce que la Sonabi n'arrivera pas à renouveler son stock de liquidités parce qu'elle l'achète plus cher pour revendre moins cher. Et connaissant les contraintes budgétaires, l'État n'est pas en mesure toujours de disposer du cash pour réinjecter dans la Sonabi pour lui permettre d'acquérir. Donc, en tant que gouvernement responsable, on a le choix entre la pénurie. Et en cas de pénurie, vous avez constaté la dernière fois, lorsqu'il n'y avait pas de carburant, le litre a été vendu à 1000 francs. Ou une augmentation qui va au moins se permettre de réduire le flux d'exportation illégale. Rien qu'hier, c'est des centaines de fûts qui ont été saisis en train d'être exportés frauduleusement. Face à cette situation, on a d'autres choix que d'assumer les responsabilités. Et assumer les responsabilités, c'est parmi les différents mots, c'est de prendre le moindre mal. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, c'est douloureux, c'est vrai. Notre peuple est suffisamment éprouvé, c'est vrai, mais on sera tous plus éprouvés s'il n'y a pas de carburant. Et donc le gouvernement n'avait d'autre choix que d'autoriser une augmentation du prix des hydrocarbures. Voilà maintenant 26 jours que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent sur le site d'extraction de zinc de Perkoa pour retrouver les 8 mineurs bloqués dans la partie souterraine de la mine. Une cellule de crise a été installée à Réau pour suivre de près la situation. Invité au tribunal de l'actualité, Bassolma Bazié, le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, a fait le point de la gestion de cette catastrophe. Il précise que les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. Il s'agira à terme, selon le ministre en charge de la fonction publique, de faire un audit de toutes les mines industrielles au Burkina Faso. On écoute le ministre Bassolma Bazié dans cet extrait. Dans cette situation, même une seule seconde passée est regrettable. Elle est regrettable, voilà pourquoi je dis que quand on situe les responsabilités, l'État a déjà dégagé une équipe d'enquête pour enquêter et situer les responsabilités. En prenant cette disposition, nous ne voulons pas seulement nous limiter au cas de Perkoa, même si c'est ce cas qui est urgent, qui est pressant, il faut situer les responsabilités même en allant à 5 ans, 10 ans en arrière. Nous avons échangé avec les sapeurs-pompiers et bien d'autres techniciens qui sont passés sur la mine bien avant, qui ont fait des rapports qui ont attiré l'attention. Mais où sont passés ces rapports? Pourquoi ces responsables administratifs d'antan n'ont pas agi? Pourquoi ils n'ont pas réagi? Donc voilà pourquoi je dis que le cas de Perkoa est un cas que nous sommes en train de gérer à chaud, mais après, il faut qu'on ait un œil critique, un œil patriotique sur ce qui se passe au niveau des mines. Ceux qui travaillent sur les mines, ce ne sont pas des oiseaux. J'ai toujours aussi regretté que la responsabilité de l'État, c'est le fait qu'à un moment donné, je pense que le responsable de Orcade, M. Yen, le Renlac et autres, les gens ont toujours mis le doigt sur la plaie et dit de lutter contre la corruption.
Si on ne lutte pas contre ces maux dans les mines, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand des gens viennent pour chercher l'argent, ils ne viennent pas en balade de la philanthropie. Ce n'est pas des questions d'amour. Ils viennent pour chercher des intérêts. Donc là où il faut diminuer les dépenses et puis avoir de l'intérêt, ils vont maximiser pour en avoir. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui. Plus le temps passe, ça fait très mal. Donc même une seconde est regrettable. Mais je note seulement qu'à partir de la descente des responsables du gouvernement dans les galeries, nous avons constaté que le débit qui était pompé bien avant là a doublé. Et aujourd'hui, on peut dire même que ça a triplé. C'est compte tenu de la présence exacte du gouvernement dans la zone. Et nous leur avons laissé entendre que ce soit la nuit ou le jour, une équipe gouvernementale peut descendre à tout moment et descendre dans les galeries. Ce n'est pas seulement la question du bureau. Donc cette pression, je pense, contribue à faire avancer vite. Et voilà pourquoi nous avons désigné des yeux techniques qui sont directement sur la mine pour surveiller, afin même que les machines qui de temps en temps s'échappent peuvent tomber en panne là. Si une machine tombait en panne, il faut régler. Et mieux, nous avons dit à la mine de trouver des machines pour les disposer parallèlement aux autres machines. De sorte que dès lors qu'une machine a une défaillance, il faut la changer. Voilà, vous venez d'entendre un bout de l'audition du ministre Bassolma Bazié ce matin au tribunal de l'actualité. L'émission complète sera rediffusée pour vous ce soir à 21h30 sur Twi TV et à 22h sur Watt FM. Dans la suite de ce 13h, la campagne humide 2022-2023 s'annonce à grands pas. Les producteurs agricoles émettent des inquiétudes quant à la disponibilité des intrants comme l'engrais. Le gouvernement met tout en œuvre pour faire face à ces interrogations et à ces difficultés. Des mesures d'octroi de crédit à la Confédération paysanne sont prévues afin de permettre à ces acteurs d'acquérir le nécessaire pour une production réussie. Moinkouni Alexis Belemnaba. Les besoins en intrants agricoles sont estimés à 750 000 tonnes par les producteurs pour cette saison humide 2022-2023, selon l'économiste du FASO. Des garanties de livraison faisaient planer des inquiétudes sur la disponibilité des intrants. En avril dernier, l'arrivée de plus de 70 camions d'engrais sont constatés. Jusqu'à l'heure, aucun chiffre exact sur le stock disponible. Mais ici, la Confédération paysanne du FASO donne sa lecture de la situation. Je ne peux pas flatter mes collègues. Et quand vous avez un responsable avec lequel vous avez discuté, qui vous rassure, les engrais seront disponibles et à temps réel. Il y avait plus de 70 camions qui étaient arrivés, que le gouvernement a dispatché déjà dans les régions, que je suis en train de déposer dans les régions. Parce que pour dire avec exactitude, il faut avoir un document qui vous prouve que voilà ce qui a été fait. Pour lever les inquiétudes des producteurs agricoles de la disponibilité des intrants, le gouvernement a octroyé un crédit de 50 milliards de francs CFA pour permettre à la CAIMA, la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole, de prospecter le marché international. Là où nous importons chaque année, si ces gens-là sont en guerre, c'est-à-dire quand on te dit que tu n'es pas dans la querelle des chiens, mais s'ils viennent tomber sur toi, tu seras obligé de courir. Donc aujourd'hui, avec l'avènement et l'appui de l'État, je pense qu'avec les plaidoyers que nous avons eu à faire, on a pu obtenir au niveau de l'État un crédit documentaire d'environ de 50 milliards qui permet aujourd'hui à la CAIMA de prospecter dans la sous-région et même sur le niveau international. Prospecter le marché international, certes, mais serait-il rassurant? Le gouvernement a annoncé au Conseil des ministres de la semaine dernière la subvention des engrais chimiques. Une fois subventionné, le sac de 50 kilos reviendrait à 16 000 francs aux producteurs. Sans cette subvention, le sac pourrait atteindre 35 000 ou 40 000 francs compte tenu de la crise internationale. Cette subvention est jugée insuffisante par le président de la Confédération paysanne du FASO au regard des autres pays de la sous-région. Le directeur de l'agriculture de la CEDEAO qui disait tant que les États ne vont pas subventionner, on risque de payer les sacs d'engrais chimiques entre 35 000 et 40 000. Est-ce qu'on pourra y arriver? Selon les informations, si la subvention, l'unité de 50 kg va faire 16 000 francs, tandis que le Mali, pays voisin, est à 12 000 francs, le Togo, pays côtier, qui se trouve à 14 000 francs, le Bénin en tant que pays producteur de coton qui se trouve à 12 500, où se trouve notre subvention? Pour le président de la Confédération paysanne du FASO, l'agriculture burkinabé n'est pas considérée comme un levier de développement et est léguée au second rang. Si près de 90% de la population active burkinabé pratique l'agriculture, il n'y a pas de raison que le pays se retrouve dans l'insécurité alimentaire, estime-t-il.
Les pays de la sous-région ouest-africaine ont célébré ce 10 mai les 14e journées de l'Organisation nationale de la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, c'est par une campagne de sensibilisation que l'Office national de la sécurité routière ONASER a marqué ces journées. La commémoration de ces journées s'étendra jusqu'au 13 mai à venir sous le thème « Vers un zéro saignement sur nos routes ». Mamitria Nakamabo. Une forte mobilisation sur ce carrefour au quartier Sissin pour interpeller les consciences des populations au respect du code de la route. Pour cette 14e édition de journée de l'Organisation de la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, hommes, femmes, des organisations de la société civile et les forces de l'ordre étaient à la manœuvre. Vous portez parce que ça protège votre vie à 99%. Si vous faites un accident comme ça, la tête est protégée. Vous êtes à 99% protégé. Donc vous sensibilisez des ordres. Sentir de sécurité. Et puis en plus, manipulation de portable sur le volant, c'est pas bon, ce n'est pas très intéressant. Voilà, donc si vous pouvez essayer de mettre la ceinture aussi, ça nous protège. En cas d'accident, ça peut sauver. De rouler avec un casque, toujours protégé. Hein? D'accord? Parce que vous voyez qu'il y a trop d'accidents dans la circulation. Nous sommes là pour vous parler du port de la ceinture. Mais on met même avant d'appuyer, de démarrer même le véhicule là pour éviter d'oublier. Le respect du code de la route est un engagement citoyen pour préserver des vies. Toutes les couches sociales sont donc appelées à plus d'engagement afin d'inverser la tendance au niveau des chiffres en rapport avec la sécurité routière. Porter le casque, c'est protéger soi-même sa vie, c'est également protéger la vie des autres. Également porter le casque, puisque en termes d'insécurité routière, le coût il est aussi bien économique pour les pays, pour la famille des victimes, mais également ça a un coût social. L'année dernière, le Burkina Faso a enregistré plus de 25 000 cas d'accidents de circulation, plus de 15 000 blessés et environ 1272 tués sur la route. Bien que des séances de sensibilisation soient organisées, le phénomène persiste d'une année à une autre. L'Office national de la sécurité routière, ONASER, constate une augmentation de taux d'accidents. Le phénomène qui persiste et qu'il faut combattre à tout prix, c'est vraiment le non-port de casque, non-port de ceinture de sécurité, qui sont des gestes simples, mais des gestes qui sauvent des vies. Et le casque, comme vous le savez, c'est le seul moyen de protection pour un usager à deux roues. Et si on ne le porte pas, bien évidemment, on expose sa vie, on expose la vie des autres. Et sur le plan médical également, le coût est très important. La moitié d'accidents de la circulation observés à Ouagadougou provoquent des blessures, dont 43% à la tête. Elles sont pour conséquence l'incapacité de travailler ou mener des activités quotidiennes. Pourtant, il existe une législation au Burkina Faso rendant le port du casque obligatoire depuis 2005. Mais très peu de conducteurs de deux roues motorisés respectent cette loi, comme on peut le voir sur ces images. Je vous le dis en titre, les ramasseuses d'ordures ménagères de la zone 1 et de 4 ne savent plus à quel sens se vouer. Après la précollecte des déchets ménagers, difficile pour elles de vider leurs charrettes sur le site de dépotoir. Et pour cause, les bacs sont constamment bourrés d'ordures. Les sociétés chargées du transport des déchets ne sont pas toujours proactives. Conséquence, les ramasseuses se retrouvent dans une situation inconfortable, avec également des riverains des sites de dépotoir qui se plaignent des odeurs nauséabondes. Constat sur les sites de dépotoir de la zone 1 et de 4 avec Maxime Jean-Eudes Bambara. Des charrettes remplies de déchets ménagers en file indienne sur le site du dépotoir d'ordures de la zone 1. Les ramasseuses d'ordures assises, toutes désemparées et le regard perdu, se retrouvent bloquées sur le site. Difficile, sinon impossible de déverser les déchets et repartir pour la collecte. Le site censé accueillir ces déchets est envahi et les bacs débordent d'ordures. Il y a plus d'une semaine que les bacs sont pleins. Actuellement même c'est mieux.
Pendant la saison pluvieuse, nous vivons le calvaire. On peut atteindre 4 semaines avant que les bacs soient vidés. Notre seul problème, c'est vraiment la disponibilité des bacs. Si tu pars ramasser et tu n'arrives pas à vider ta charrette, tu vas aller jeter où? On ne sait pas quand est-ce le camion va venir et on n'a pas non plus autre coin pour aller jeter. Il n'y a pas que les ramasseuses d'ordures qui subissent cette situation désagréable. Les riverains en font également les frais. Exposés à une conjugaison d'odeurs nauséabondes, ils ne savent plus à quel sein se vouer et pointent du doigt la société chargée du transport des déchets. Vous voyez les déchets là. Vraiment, on a du mal à respirer. On a du mal à respirer ici. Les moutons morts, les animaux qui sont morts, on vient les jeter ici, on ne peut pas respirer. Et tous les cours environnants, on a des problèmes de vivre. Les chercheurs remplis les cours là. Si toi-même tu n'essaies pas de comprendre, tu fais des histoires à chaque fois que madame ne s'occupe pas de la famille, de la cour là. Pourtant, ce n'est pas ça. C'est depuis qu'ils ont retiré le contrat avec un certain nommé Parkouda et qu'ils ont remis ça à ce dernier-là, qu'on n'a même pas le nom de la société. Ils n'ont qu'une seule camion qui vient. Et c'est pas une camion, le camion même n'est pas en bon état. Souvent même ils viennent traîner ici pour démarrer, c'est tout un problème. Il faut pousser démarrer. Selon ce dernier, le vidage des bacs devrait se faire régulièrement, mais cela fait plus de 2 semaines que les transporteurs ne sont plus passés. Vous voyez le taxi moto qui est posé. Le taxi moto est là, ça fait en gros 2 semaines. Le taxi moto là est là, ça fait 2 semaines. La personne est obligée de bloquer ça comme ça posé parce qu'il ne sait pas où verser. Et tant qu'il a les vieilles mains là, eux aussi ils viennent, ils vont venir garer comme ça, rester la nuit, ils cherchent les ânes là, ils rentrent, ils laissent les charrettes là, le matin encore, ils cherchent les ânes là, ils viennent, croyant qu'ils vont venir trouver qu'ils ont libéré les bacs là pour qu'ils puissent verser et puis continuer, mais non. Autre site, même constat. Au dépotoir du Quatriard, la situation n'est pas non plus reluisante. À peine arrivées, ces femmes devront également faire le pied des grues pour guetter l'arrivée des camions. Si pour certains, la résiliation de contrat avec les sociétés défaillantes pourrait être une solution, pour d'autres comme Rodrigue Zongo, responsable de l'entreprise ETE, entretien, travaux, embellissement, il faut confier la gestion des bacs aux entreprises qui font dans la précollecte des déchets. Pour pallier à cela, je préconisais peut-être de confier la gestion même des sites de collecte là, aux ramasseurs d'ordures ménagers, sociétés de ramassage. Eux sont à même de savoir les difficultés ou bien savoir la fréquence à laquelle il faut venir ramasser pour qu'il n'y ait pas de problème. Cette situation vient démontrer que la gestion des déchets ménagers se révèle un véritable défi que tous, responsables municipaux et populations, doivent relever de concert. Football, les équipes du dernier carré de la Coupe du Faso sont connues. Outre l'AS Douane, le Raïmo et l'USFA, l'USCO a arraché son ticket face à l'AS Police à la suite d'un match au stade municipal Issoufou Joseph Okonombo. Les images avec Bessongré et John William Somda. Les tirs au but pour départager l'AS Police et l'USCO lors du quart de finale de la 35e édition de la Coupe du Faso. Dans cette partie, il faut dire que chacune des deux aura eu sa mi-temps. L'USCO, la première, domine littéralement l'AS Police, mais ne parvient à scorer qu'à une reprise par l'entremise de Idrissou Mohamed Tondé à la 45e minute. Un but à 0 en faveur des joueurs venus de la cité du Paysan Noir. Score qui tient lieu de verdict du premier acte. En seconde période, l'AS Police reprend les choses en main. Boosté par l'entrée de Sier Rodrigue Kam, les flics égalisent dès la 51e par Bassidiki Kafando qui reprend au second poteau une tête de Kam. Un but partout entre les deux formations et cela jusqu'au terme des 90 minutes. C'est au tir au but que policiers et unionistes se départagent. Dans cet exercice, l'USCO se montre la plus forte en réussissant 3 tirs contre rien. Qualification pour l'USCO et c'est là la grande satisfaction des supporters et des joueurs. Vraiment, on a travaillé. Lorsqu'on a commencé à engendrer des victoires, on s'était dit que c'était possible ce soir. D'autant plus que contre Aska, on a fait une victoire nette et nous nous sommes dit que c'était possible. Donc j'ai dit aux enfants d'y croire parce qu'ils ont la valeur de première division.
Voilà, donc on a cru et ce soir, la victoire est venue. Côté AS Police, c'est la déception qui prime, même si l'on préfère relativiser. On n'a pas été réaliste dans nos façons de tirer. Il n'y a pas d'explication à faire. Je pense que l'USCO mérite vraiment sa victoire. Pensionnaire de Ligue 2, l'USCO se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Faso. Elle succède à Tema Bokin au palmarès des équipes de la Ligue 2 à accéder au dernier carré de la Coupe du Faso. L'élection présidentielle somalienne le 15 mai prochain, 39 candidats sont en lice. Le président sortant, Mohamed Abdullahi Mohamed, est candidat à sa réélection. 2 autres anciens présidents somaliens se présentent à l'élection. En Somalie, le président, faut-il le rappeler, est élu indirectement par les sénateurs et les membres du Parlement. 39 candidatures ont été enregistrées pour l'élection présidentielle prévue dimanche en Somalie. Le nouveau chef de l'État sera désigné par les députés et sénateurs. Le président sortant, Mohamed Abdullahi Mohamed, est candidat à sa propre réélection, ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a réussi à réaliser. Pour espérer remporter ce scrutin, il devra rassembler au moins 2/3 des voix des députés et sénateurs, soit 184 voix. Cette élection devrait mettre un terme à plus d'1 an d'impasse politique autour de ce scrutin reporté à plusieurs reprises. Élu en 2017, le mandat du président Farmadio était arrivé à échéance en février 2021 sans qu'il soit parvenu à organiser une nouvelle élection. En avril 2021, il avait annoncé vouloir prolonger son mandat de 2 ans, ce qui avait déclenché des remous dans la capitale Mogadiscio. Un premier ministre a été chargé de mener à bien ce processus électoral. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 13h pour un autre journal. D'ici là, portez-vous bien.